Ni hao. If you don't mind, I will speak French, because my English is a little bit mama-hoo-hoo. So, thank you very much for inviting me. Quite a pleasure to see you, and I would like to have only one message to you. I do believe in China growth. Je pense que la croissance chinoise est aujourd'hui quelque chose de très important pour nous tous. On parle de crise, mais je crois qu'aujourd'hui, il y a deux phénomènes différents qui se conjuguent. Une crise mondiale de croissance et une réorientation de la croissance chinoise. La Chine a déjà décidé. China has decided for many years, 6 or 7 years, to change the growth, to have a growth more qualitative and more inclusive. And this new growth is happening right now. Dans cette croissance-là, chinoise, il y a tout ce que l'Occident demandait à la Chine depuis très longtemps. En disant à la Chine, votre croissance est sans avenir, votre croissance est polluante, votre croissance est déséquilibrante, et donc il faut réorienter votre croissance. Et la Chine, qui est aussi intelligente que nous, a décidé de réorienter sa croissance. Le problème, c'est qu'elle réoriente sa croissance à un moment où la croissance mondiale est en difficulté. Donc ça ajoute des difficultés aux difficultés. Mais ce qui est très important, c'est de faire le pari que la croissance chinoise va se poursuivre. Et que même si nous avons une phase de ralentissement, nous aurons une phase d'accélération dans les années qui viennent. Pourquoi? Parce que la Chine est en train de faire des efforts considérables de compétitivité. Elle ferme des milliers et des milliers d'usines. Et tout le monde voit aujourd'hui les usines qui ferment. Tout le monde voit les difficultés sociales de la fermeture de ces usines. Mais personne ne regarde que quand une usine ferme, une autre se crée, et que celle qui se crée, elle est moderne, elle est dynamique et elle est connectée. Et donc, je pense que ce qui est très important aujourd'hui, c'est de bien faire ce pari que la Chine reste le moteur du monde, le moteur financier, une épargne considérable. Quand un Chinois gagne $1, l'Américain gagne $3. Sur ces $3, l'Américain en dépense 4. Sur $100, le Chinois en économise 50%. C'est aujourd'hui l'épargne du plus faible qui finance le déficit du plus fort. Cette donne-là est une donne très importante pour montrer l'influence sur laquelle il faut parier, l'influence de la Chine. Ce qui veut dire que pour les marques du monde entier, tout ce qui va venir de Chine sera très important parce que la Chine est un moteur, mais la Chine est aussi un média. Aujourd'hui, le monde entier regarde la Chine, le monde entier a des contacts avec la Chine, et vous faites souvent de la communication, quelle que soit, y compris sur le plan diplomatique, quelle que soit la matière de la communication, vous faites de la communication avec l'Europe, avec l'Afrique, avec les États-Unis, en passant souvent par la Chine, par des médias chinois, par des leaders chinois, par des produits chinois, par des réseaux chinois. Et donc, il y a une capacité aujourd'hui à faire de la Chine une plateforme de communication qui est une plateforme de communication évidemment tournée vers le marché chinois, mais une plateforme de communication qui soit aujourd'hui ouverte à l'ensemble du monde entier. Les leaders du business chinois sont des leaders mondiaux. Il suffit d'assister à des forums comme le Boao Forum qui se tient tous les ans dans l'île de Hainan. Dans cette île-là se réunissent 3 à 4 000 leaders qui sont les leaders chinois devenus des leaders mondiaux. Chacun autour d'eux a des réseaux complètement multinationaux, a des réseaux complètement connectés au monde entier.
et par le chinois, on contacte les uns les autres. J'ai vu des projets, j'ai vu des marques contacter, y compris le monde africain, en passant par des réseaux chinois. Aujourd'hui, la Chine est un média. Et la Chine est un lieu où se créent des événements, où se construisent des réseaux, où s'inventent des médias, où s'inventent des comportements vis-à-vis des nouveaux médias, et donc où il y a une forme de créativité de la communication. La Chine est ce monde nouveau qui invente de la communication nouvelle. Et c'est pour ça que je pense qu'il est très important, et je remercie Laure de me faire rencontrer cet événement ici, parce que je crois vraiment qu'aujourd'hui, nous devons réfléchir à comment intégrer ce network chinois dans notre propre stratégie, quelle qu'elle soit, commerciale, y compris diplomatique. Aujourd'hui, la Chine a une priorité géopolitique qui est le leadership en Asie. Mais on la voit progressivement participer au début d'un leadership mondial qui se manifeste par différentes initiatives. Par exemple, pour la première fois, le président chinois est allé à l'ONU et a annoncé des financements très importants pour l'ONU. C'est-à-dire que la Chine accepte cette idée qu'elle a des devoirs vis-à-vis de la communauté internationale. On savait qu'elle avait des droits, elle le dit régulièrement, elle exige d'être entendue et que ses droits soient reconnus, mais elle joue aussi la carte du multilatéral et la carte aujourd'hui de l'Organisation des Nations Unies. Et on l'a vu, par exemple, dans son attitude à la COP21, où elle a, COP21, événement onusien, où elle a montré sa volonté de déboucher à des résultats multilatéraux. Pour la première fois, on a vu un président chinois dans un conflit mondial chaud, il y a quelques semaines, où il est allé en Arabie Saoudite et ensuite en Iran, c'est-à-dire où il a joué un rôle diplomatique dans une crise. En général, jusqu'à maintenant, la Chine se tenait à l'écart des crises, s'attachant à son propre développement et prenant pour le reste du monde la stabilité. Dans ce contexte-là, la Chine prend une place qui est une place assez stratégique, non agressive, qui est une compétition internationale, multipolaire, pour lequel ces médias sont des médias qui, aujourd'hui, dépassent très largement l'influence asiatique. C'est pour ça que dans l'évolution des marques, dans tout le branding qui est aujourd'hui une préoccupation universelle, on voit que la Chine est à la recherche non seulement des médias, mais aussi des brands elles-mêmes, c'est-à-dire de la définition même du marketing de production. Et la Chine, dans cette logique-là, est en train de construire une économie qui, autour des marques, est une économie complètement multinationale et, si possible, avec une forte influence chinoise. Ça veut dire que les médias chinois, et notamment la pratique de l'Internet chinois, est de plus en plus ouverte. On a le sentiment que la Chine a tendance quelquefois à se refermer, à concentrer ses pouvoirs, à donner le sentiment qu'un protectionnisme national se développe, mais il faut bien mesurer que ceci est fait dans une logique qui est une logique d'ouverture, ce que j'appelle le consensus de Deng Xiaoping, qui étaient les deux mots qui étaient les mots stratégiques pour Deng Xiaoping, l'ouverture et la réforme. Ça reste le message mondial que la Chine développe aujourd'hui. Tout le monde doit se réformer, la réforme est permanente, la réforme est un mouvement, et vivre dans la réforme, c'est la logique de remise en cause permanente. Cette logique-là, c'est une logique qui s'impose à tous aujourd'hui, à l'Europe, aux États-Unis, comme à l'Asie. Et la logique d'ouverture. Et pour une manifestation comme la vôtre, China Connect est un événement qui doit bien mesurer
que dans le monde aujourd'hui, il y a des forces qui sont anti-connect et il y a des forces qui sont pro-connect. Il y a des forces qui, avec les crises, avec les nationalismes, parfois les populismes, il y a des forces qui sont anti-connect. Je ne suis pas sûr que Donald Trump soit vraiment un connect président. Je pense qu'il faut être attentif sur ce sujet, car dans le connect, il y a cette volonté d'ouverture, qui est la reconnaissance de l'autre, qui est aussi la volonté de s'enrichir mutuellement par une fertilisation croisée. Cette logique-là, qui est la logique d'un, c'est aujourd'hui une logique qui est dans la stratégie chinoise, et c'est pour ça que I do believe in the China growth. Excuse me for my French speaking, but it's very difficult for me this morning to speak in English with you, because yesterday it was very hard and very late, and this morning I have a TV show, but very, very early, so I'm happy to be with you, but it's better to be with you in France. Thank you so much. I will do the question in English and in France. You just related to connecting, being connected. Just wanted to ask you about what you think about all those measures that are happening right now, trying to, I mean, not censor, but always trying to restrict actually the possibilities on the internet for any foreign players. Bon, il y a eu des annonces récemment. Voilà. Donc, je sais, c'est une préoccupation aujourd'hui des marques. Vous avez vu, je vous ai parlé de mon partenaire, notamment le New York Times, mais il y a beaucoup de médias qui sont concernés, aussi bien que toute association qui doivent aujourd'hui localiser absolument leur site avec un .cn, sinon ils ne pourront pas de fait opérer. Alors au-delà de la performance de leur site sur place, et on en a parlé quelques minutes tout à l'heure, sur le fait d'offrir à des centaines de millions donc, d'internautes l'accès justement à la découverte de nos marques, qu'est-ce que vous pensez de ce chaud et froid qui est quand même assez permanent et on a pu penser, lorsque Xi Jinping est arrivé au pouvoir, que justement les choses allaient s'assouplir, mais c'est tout l'inverse qui est en train de se passer. Je pense qu'il y a une tendance internationale à limiter les communications d'une manière générale par la recherche, disons en résumé, de sécurité. Ce qui est lié peut-être à la vision politique en Chine est lié aux questions de sécurité en Europe. C'est-à-dire que de plus en plus, on cherche à maîtriser les informations, à maîtriser les réseaux. Et en France, aujourd'hui, pour des raisons de sécurité, pour des raisons liées à notre lutte contre le terrorisme, on voit aussi des limites arriver. Et on voit qu'il y a dans le monde aujourd'hui des tendances à essayer de maîtriser au maximum ce monde connecté pour faire ce qu'on appelle aujourd'hui du renseignement, qui est merveilleux parce qu'en anglais on dit de l'intelligence. Je dirais c'est une vague mondiale. Je pense que pour cela, d'abord, il ne faut pas être trop inquiet, car la créativité, je le vois quelquefois sur le plan parlementaire français, quelquefois d'ailleurs avec certaines formes de regret, mais la créativité des communicants est supérieure à la créativité de tous ceux qui cherchent à limiter la communication. Donc il y a un délai, mais au fond, y compris en Chine, on voit comment se détournent fortement les méthodes de communication. Donc, je pense que tout ceci prendra naturellement du temps, mais je crois que le combat qui consiste à vouloir maîtriser cette impulsion si forte, qui est en fait une expression individuelle de communication, d'identité, de besoin de l'autre, etc., que cette force du connecting flux, cette force-là, je crois que
ça ne sert pas à grand-chose de vouloir l'arrêter, qu'elle trouvera toujours à s'exprimer par d'autres pistes que celles qu'on a imaginées. Well, maybe last questions. Thank you. Okay, what we feel here dealing with the internet in China, I mean, there's something that is pretty clear. I mean, you mentioned the big players. So we've been talking about Tencent, WeChat, about Alibaba, Baidu, but there are many others entrepreneurs. And yesterday there was an amazing company called Le Eco. It's part of all those, entrepreneurs in the 30s launching companies that are real ecosystem, and they're going to the US. Okay, it's really China, the US, and as you mentioned, I mean, Asia Pacific is their key target, and then they're going, depending on their activity, they're going to Africa. Let's say Baidu with Orange for telephone and mobile, for example. Alibaba in Africa, it's amazing as well because they have many things in common for e-commerce. They've got actually a young population, a very spread out country, so they have a lot of things in common. And Alibaba is really targeting Africa. And then there is the US, and they are going to the US. What do you think about Europe? Because although, Alibaba is launching his own Alibaba embassies in London, in Paris, in Germany, whatever, we've got a few players, yes, but I mean, the feeling is really, regarding the internet, they're going to the US, they're not coming here. Believe me, it's a real challenge to have most of them coming here. So what do you think about Europe, versus, I would say, the US and Asia Pacific? Europe has not already understood that China needs Europe. When China is going well, Europe is afraid. When China is going bad, Europe is afraid. Or Europe is always afraid. So that's the reason why we have a lot of problems with big Chinese companies, for example, Huawei, ZTE, and we are always anxious if they are listening to us. And when we have some newspaper in the hands, we can find that maybe we can be listened by American. I have heard about that. I don't know exactly what. So, je pense que la France et l'Europe, d'une manière générale, ne comprennent pas combien la Chine a besoin de l'Europe. On ne s'intéresse pas à savoir pourquoi la Chine a soutenu la Grèce. Pourquoi, en 2008-2009, dans la crise de la dette, c'est les Chinois qui ont acheté notre dette, en grande partie, qui ont sauvé l'euro. Pourquoi la Chine fait tout ça? Parce que la Chine ne veut pas se trouver dans un face-à-face China-Américain. Et donc, la Chine joue la carte d'un monde multipolaire. Et donc, dans cette situation, il faut comprendre que ce monde multipolaire, c'est aussi l'intérêt de l'Europe. À deux conditions. La première, c'est qu'elle sache équilibrer sa relation Est-Ouest, c'est-à-dire avec les États-Unis et avec la Chine, et expliquer aux Chinois que nous sommes comme eux, yin-yang, c'est-à-dire both, yin et yang, America and China, both. Donc qu'on puisse avoir des coopérations avec les deux, mais que d'autre part, nous avons une ambition territoriale plus large que la seule ambition européenne, c'est-à-dire l'ambition du grand continent euro-africain. Je pense que c'est une clé aujourd'hui de la relation entre l'Europe et la Chine, notamment dans les technologies, c'est de pouvoir représenter pour la Chine la plateforme de projet de l'Eurafrique. Ça veut dire qu'aujourd'hui, une des questions stratégiques de la relation France-Chine, c'est les investissements en pays tiers. Quand le président Hollande rencontre Xi Jinping, quand Manuel Valls rencontre Li Keqiang, dans tous les contacts entre les dirigeants chinois et les Français, la question des investissements en pays tiers, et notamment en Afrique, est prioritaire. Donc, je pense qu'il faut qu'on organise un certain nombre de projets, qu'on s'associe à des grands acteurs que vous avez cités, chinois, pour développer avec eux des projets en Afrique.
Je pense que là où l'Europe n'a pas les moyens de créer les acteurs dont nous espérions qu'ils puissent être créés, mais que l'Europe n'a pas su et n'a pas pu à ce jour créer, ne pas hésiter à construire des partenariats avec la Chine, notamment sur le grand espace euro-africain. C'est pour ça que je crois que l'alliance avec des gens comme Jack Ma, qui vient souvent en France, qui aime bien la France, qui comprend l'Europe, je pense que c'est une alliance qui peut construire des perspectives, à condition qu'on ne donne pas le sentiment d'avoir peur de la technologie chinoise, et à condition qu'on offre un autre espace que le nôtre, pour être mondialement continental. Et c'est cette alliance continentale entre l'Europe et l'Afrique qui est, je crois, notre espace de projet. Dans la pensée chinoise, dans la géopolitique mondiale, nous sommes des Euro-Africains. Alors bien sûr, on voudrait être franco-français, on voudrait être poitevin avant tout. Merci. Je vois qu'il y a au moins un tiers de la population qui est réveillée et qui parle français, ça me rassure. Mais c'est pour vous dire qu'on peut se battre pour nos couleurs, mais ce serait irréaliste de penser que notre adresse mondiale, c'est seulement la France, et que notre espace de projet, c'est autre chose que l'Euro-Afrique. Donc je pense que là, c'est sur cette ligne-là que nous devons avoir avec les grands acteurs chinois, qui sont de plus en plus libres de leurs initiatives internationales, notamment par leurs investissements. Ça, c'est important, parce qu'aujourd'hui, s'il y a des limitations internes liées à des questions politiques, des questions de croissance interne, il y a une ouverture externe pour les investissements. C'est-à-dire que de plus en plus, la Chine exporte ses capitaux et va investir l'an passé 118 milliards d'US dollars à l'extérieur et près de 150 milliards d'US dollars par an. Donc il y a des capacités financières pour avoir des projets, et notamment des projets de partenariat entre la Chine et l'Europe. Écoutez, je vous remercie. We will translate actually the talk that you were very nice. Thank you to share today. Just wanted to know, how much do you know about virtual reality? I don't understand. Okay. La réalité virtuelle. Alors, oui, alors, on va faire un petit peu ça. C'est une expérience que l'on va faire en fin de matinée. It's an experience we're going to do, all of us this morning. But do you have do you have a mobile with you? Yes. Okay. Okay. Is somebody can help me? Okay, so this is what we're going to do. You know, it's digging into a new world, actually. But we'll do this at the end of the afternoon. Is Dirk Ishanbasher here? Dirk. I mean, that's fantastic. But I think that's okay. The founder, Dirk, can you come on stage just 2 minutes to get your moment of fame, actually? So Dirk Ishanbasher, who's going to talk later in the afternoon, is the founder of Xanadu. So Xanadu, since you're traveling to China, when you take a few days off, actually after all your diplomatic encounters, actually they developed an application using virtual reality. So I propose maybe Dirk, you do a live experience. I'll show you later. Yeah. Just for me. Exactly. VIP. Okay. It's made in China for China. Beautiful. Whoa! I'm here. Okay, fantastic. Again, I know that you like those little delicacies, Michel Augustin, so you know them. Okay, I think that's it, but well, I wanted to thank everybody, so we're going to make a transition. Thanks very much. That's a European
China cooperation. Exactly, fantastic. Thanks very much, sir. And I just want to take the opportunity for the program. We're going to start the morning with, please, Derek, can you come on stage? It's also a transition to keep on China and Europe. Derek Cheung is the founder of Eon. You know what he's been doing, launching drones. So he's competing with our companies like Parrots, but he's doing an amazing, I think, job that Marion Moreau from Sigfox, another famous French company in IoT, doing very well. So Marion, can you come on stage? So we're going to really make the transition precisely with a conversation with Derek. And then I will announce as well that CD Networks, who is also one of our sponsors, is going to have a workshop later this afternoon. So Francisca, Alex, and Chris, just in a few minutes after the break session, we'll be happy to see you. Okay? Thank you very much. Merci.